Nous abordons la deuxième table ronde de cette fin de matinée avec seulement 2 intervenants, mais de poids, et des sujets qui vont être traités vont terminer cette matinée sur le choix d'avoir d'avoir des enfants, les droits sexuels et reproductifs, avec ces 2 interventions. Tout d'abord, on va commencer par Arlette Gauthier qui va nous parler où en sont les droits reproductifs comme droits humains dans le monde. Donc je la laisse se présenter comme nous avons convenu, ce sera plus simple. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à la chaire de m'avoir invitée. Je suis extrêmement honorée à cette occasion et j'ai beaucoup de plaisir à être avec vous aujourd'hui. Donc, j'ai été, ça vous permettra de comprendre un peu aussi mes démographies, mes diapositives. Donc, j'ai été maître de conférence en démographie à l'université de Nanterre, puis j'ai été professeure de sociologie à l'université de Brest, où je suis actuellement professeure émérite. Et donc, j'ai travaillé sur différents sujets, sur l'esclavage, sur les politiques familiales aux Antilles françaises, sur les politiques démographiques au Mexique et sur les politiques démographiques dans le monde, après en me centrant aussi sur la question des droits, y compris des droits matrimoniaux. Donc voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler de la question où en sont les droits reproductifs comme droits humains dans le monde. Et comme vous avez vu, on entend beaucoup parler aujourd'hui des avancées et des reculs concernant l'avortement, avec notamment tout ce qui s'est passé aux USA, en Pologne, les menaces en Espagne, etc. En même temps, il y a eu aussi des avancées depuis 20 ans. Par exemple, il y a eu 50 pays, dont récemment l'Australie, le Maroc, le Bénin, etc., qui ont au contraire rendu plus facile l'accès à l'avortement. Donc, la question de l'avortement, d'ailleurs, c'est aussi ce dont on parle tout le temps, mais la question des droits reproductifs est beaucoup plus large que cela, puisqu'il y a aussi on peut le voir, par exemple, sur la Turquie. Vous voyez qu'en ce moment, il y a dans l'objectif d'augmenter la population, puisque comme on l'a montré tout à l'heure un intervenant, actuellement, on est dans une situation où beaucoup de pays au monde ont des fécondités faibles, et parfois les gouvernants vont dire il faut absolument augmenter la fécondité. C'est le cas en Turquie ou en Iran, où du coup, il y a tout l'ensemble des droits des femmes qui sont limités avec l'objectif d'augmenter ce taux de fécondité. Alors ça va être, par exemple, si on passe à l'Iran, des restrictions sur l'avortement, dont on va beaucoup parler, mais aussi sur la stérilisation, sur les tests prénataux, parce que si les femmes se rendent compte qu'il y a un souci, elles vont peut-être vouloir avorter, et aussi la fin de la contraception gratuite. Donc tout ça, ce sont des thématiques qui relèvent des droits reproductifs, qui sont donc beaucoup plus larges que seulement la question de l'avortement, qui néanmoins est une question qui reste centrale et qui a en plus un poids symbolique extrêmement fort. Donc c'est pour ça que les droits reproductifs, c'est des droits qui tiennent à la fois compte des droits sexuels, de la violence, de la santé reproductive, de l'avortement, de la contraception, mais aussi du droit marital, on va le voir pas mal. Ces droits ont été définis au moment de la conférence du Caire en 1994, comme le fait de reposer sur la reconnaissance du droit fondamental de tous les couples et des individus de décider librement et avec discernement du nombre de leurs enfants, l'espacement, etc., de disposer des informations nécessaires pour le faire, du droit de tous d'accéder à la meilleure santé et de prendre des décisions en matière de procréation sans être en but à la discrimination, à la coercition ou à la violence. Je lis cet extrait parce qu'il est extrêmement important pour comprendre. Lorsqu'on essaie de mesurer les droits reproductifs, on voit que c'est très vaste. Et puis, on va voir aussi qu'il y a des éléments qui sont très rarement pris en compte au niveau des études sur ce sujet-là, alors qu'elles sont absolument essentielles. Alors, ces droits reproductifs, ils sont issus des mouvements transnationaux de femmes. Ils ont été repris par le programme de développement durable à l'horizon 2030. Ils sont inclus dans les objectifs de développement.
Et il repose en fait fondamentalement sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Et ça a été tout un travail en fait pour le mouvement transnational pour reconnaître les droits des femmes comme des droits humains à part entière, de faire cet effort de retranscription. Et ce qui était en fait pensé comme la mortalité maternelle, seulement un problème de santé publique, se rendre compte que c'est aussi bien plus que ça, puisque ça renvoie au droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de la personne. Ce qui est peut-être le plus difficile à comprendre pour certains, c'est la reconceptualisation aussi du droit à ne pas subir de la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Dans cet article, on peut considérer tout ce qui relève de ce qu'on a appelé la coercition reproductive. Alors que la coercition reproductive, ça a été notamment... il y a des textes de loi contre cette coercition en cas de guerre, lorsqu'on a imposé des grossesses à des femmes. Mais il faut bien dire que ça peut aussi être pensé dans des cadres beaucoup plus habituels, ordinaires, finalement. Eh bien, lorsque on ne donne pas une contraception à la femme qui le demande, qu'on lui donne une contraception qu'elle ne supporte pas et que malgré ça, on refuse de lui donner celle qu'elle voudrait exactement, donc, et qui se retrouve à avoir un enfant qu'elle n'a pas souhaité, pas porté, qu'elle va porter pendant 9 mois, et c'est quelque chose qui peut être effectivement vécu vraiment comme une torture. Il y a des philosophes moraux qui se sont demandé, est-ce qu'on infligerait une telle peine à un homme en disant, voilà, votre... rein est absolument nécessaire pour ce grand homme. On va vous brancher sur lui et vous allez rester avec lui pendant 9 mois. Voilà, c'est mais il y a aussi la question plus vaste des violences obstétricales qui a été portée un peu partout dans le monde et qui est une question qu'il faut prendre au sérieux parce qu'effectivement, elle... empêche beaucoup de femmes d'aller dans des dispensaires ou chez le médecin parce qu'elles craignent de subir des remarques stigmatisantes, de n'être pas écoutées. Et finalement, c'est quelque chose qui est vraiment un obstacle à l'accès aux droits reproductifs. D'autre part, l'article 1, comme vous le savez, de la Déclaration des droits de l'homme, évoque le droit à la non-discrimination. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement fort dans ce qui concerne la reproduction, puisqu'on parle de reproduction stratifiée. Selon l'âge, il y a souvent des pays où on va interdire aux jeunes filles d'avoir accès à la contraception, selon la classe sociale, puis c'est la question des moyens, selon les catégories ethno-raciales. On a un exemple, c'est la politique nataliste qui était nataliste en France dans l'Hexagone, au même moment où elle était violemment antinataliste dans les départements d'outre-mer. Et on évoque toujours le facteur de la politique de développement, mais en réalité, ça allait jusqu'à ne pas donner d'allocation pré- et postnatale aux enfants de l'outre-mer, alors que la mortalité infantile était beaucoup plus élevée. Donc ça montre bien que ce n'était pas seulement par rapport au développement qu'il y avait des impacts beaucoup plus forts. Puis il y a aussi évidemment les personnes qui portent un handicap, qui peuvent très souvent être stigmatisées et ne pas recevoir leurs droits comme elles le pourraient. On sait, l'IGAS avait pendant un moment évoqué la question des stérilisations, par exemple, de personnes handicapées en France même. Il y a aussi la question de l'orientation et des identités sexuelles. Donc c'est extrêmement vaste. Et il faudrait pouvoir tenir de tous ces aspects pour que le droit reproductif soit vécu de façon vraiment inclusive. Donc du coup, ça pose la question, quand je dis où en sont les droits reproductifs dans le monde, c'est une question qui est très vaste et qui est assez difficile en fait à traiter, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Il y a à la fois la question des lois et des règlements. Il y a une grande partie de la France qui a bougé ces temps-ci, qui a marché, qui a manifesté par rapport à une loi. Donc on voit qu'une loi, c'est quelque chose qui peut avoir des impacts et qu'on peut craindre. Donc c'est important d'en tenir compte. Il y a aussi la question des infrastructures, il y a la question des normes sociales et aussi des normes de genre, comme on l'a vu tout à l'heure
elles peuvent encore être très différentes pour les hommes et les femmes. Il y a la capacité économique, simplement. Moi, lorsque je fais des enquêtes au Yucatan, il y avait des femmes qui me disaient ah, ben non, je ne peux pas aller prendre le bus. Bon, je n'ai pas forcément le droit d'aller prendre le bus parce que mon mari ne va pas accepter. Et puis, il faudrait que j'ai l'argent pour aller au dispensaire, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont importantes à essayer de préciser. Alors là-dessus, au niveau mondial, on a quand même des bases qui sont de bonne qualité pour certains indicateurs, notamment les indicateurs démographiques, comme la mortalité maternelle et infantile. On connaît aussi les lois, par exemple, sur l'IVG, c'est l'OMS, la division de la population de l'ONU les rendent publiques. Il y a aussi le Center for Reproductive Rights aux États-Unis. Et puis, sur un autre domaine, il y a la base de données Women, Business and the Law de la Banque mondiale, qui est absolument formidable, qui est alimentée par plus de 10 000 professionnels, qui ne dit rien sur les droits reproductifs, mais qui donne des éléments très importants pour comprendre, par exemple, si les femmes ont le droit, simplement, par exemple, est-ce qu'elles doivent obéir à leur mari? Si vous devez obéir à votre mari, votre autonomie, elle est quand même assez limitée. Ça, il y a encore 18 pays au monde qui ont cette législation. Mais il y a aussi bien d'autres façons au niveau législatif de limiter l'autonomie des femmes, de les obliger à un certain nombre de choses. Et ça, on le trouve dans cette base de données. Il y a aussi, évidemment, l'objectif du développement durable qui intègre la question des droits reproductifs et qui dit que normalement, on devrait avoir, les pays sont supposés répondre expliquer quels sont les textes législatifs et réglementaires qu'ils ont consacrés à l'accès équitable et sans restriction aux soins de santé sexuelle et procréative, ainsi qu'à des informations et l'éducation sexuelle. Donc j'étais toute excitée quand j'ai commencé à étudier cette base de données. Et puis je me suis rendu compte qu'il y avait 88 pays qui n'ont pas répondu. Et donc ça veut dire qu'il y a 88 pays qui se sont engagés en faveur des objectifs du développement durable, qui ont dit oui, 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 et puis au moment de répondre, ils ne répondent pas, et donc ça montre qu'ils ont au moins une certaine indifférence par rapport à la thématique, voire de certaines façons un refus plus fort. C'est le cas notamment de la France. On est quand même effrayé de le voir, mais les objectifs du développement durable, c'est l'INSEE qui les indique sur son site, et c'est uniquement des questions d'accès au travail, de salaire, des choses qui sont extrêmement importantes, mais il n'y a rien sur la santé reproductive, sur les droits reproductifs. Est-ce que ça veut dire que la France s'en désintéresse? Et puis, il y a dans l'objectif 5.6, c'est aussi cette question quand même qui est très importante. Est-ce que là, non seulement est-ce qu'il y a les infrastructures, est-ce qu'il y a la politique, mais est-ce que les femmes ont le droit d'y accéder face à l'État ou face au mari? Alors là, on est un petit peu sidéré parce que l'objectif qui est expliqué dans les textes techniques des objectifs de développement durable, c'est la demande de contraception satisfaite dans des pour des méthodes modernes. Ça veut dire que s'il y a 100% de femmes qui avaient subi une ligature des trompes de façon forcée, eh bien, l'objectif serait atteint à 100%, puisque il y a plus, effectivement, elles ne peuvent pas avoir d'enfants. Et comme on ne calcule pas les femmes, ce qui serait l'objectif affiché, c'est ne pas avoir d'enfants si on n'en veut pas, grâce à des méthodes modernes. Or, donc, les femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants ne sont pas prises en compte dans cet indicateur. Et la question de l'accès libre à ces méthodes n'est pas du tout posée. Alors, on a des bases de données qui sont plus limitées, qui ne portent pas sur tous les pays, je sais ce que je veux dire, notamment les enquêtes démographiques et de santé, qui sont des enquêtes formidables. Il y a énormément de choses, mais qui sont menées donc, dans 90 pays. Donc, vous avez, en gros, ceux qui sont en couleur, ce sont ceux où il y a des enquêtes. Et il y a dans 68 pays, parce qu'en fait, les pays peuvent dire je veux poser telle question ou je la refuse. En fait, c'est plutôt les instituts de la statistique qui le font, mais enfin bon. Donc, il y a 68 pays qui ont accepté de demander des données sur l'autonomie féminine par rapport au mari.
on va le voir, mais alors pas du tout par rapport aux institutions et personnels de santé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si la femme qui déclare avoir été stérilisée, est-ce qu'elle l'a été parce qu'elle le voulait ou parce qu'elle peut dire qu'on lui a imposé. Moi, j'ai fait une enquête au Yucatan, il y avait quand même 25% des femmes qui m'ont répondu que leur stérilisation leur avait été imposée, soit par le mari, soit par le médecin, soit par les deux ensemble. Et comme là, on est exactement dans ce que je disais tout à l'heure sur la reproduction stratifiée, puisqu'il s'agissait de femmes mayas du Yucatan, et le taux, du coup, est 5 fois plus élevé que sur l'ensemble du Mexique. Il y a eu une fois une enquête au Mexique, et la personne a été immédiatement licenciée. Donc, voilà. Donc, les États n'aiment pas trop qu'on évoque ce genre de questions. Alors, en ce qui concerne... Bon, pour l'Europe, il y a des Gender and Generation Surveys qui permettent de connaître effectivement ces questions-là au niveau des pays européens. En fait, il y a 3 questions qui portent sur le fait est-ce que vous avez décidé d'avoir un enfant, est-ce que vous avez eu des pressions par la famille, les proches, est-ce que vous pouvez refuser des relations sexuelles si vous ne les souhaitez pas. Enfin, tout ça, c'est évidemment important pour la question des droits reproductifs et sexuels. En fait, elles n'ont été posées que dans 5 pays. Alors, je ne sais pas pourquoi ces 5 pays, la Danemark, le Norvège, la Suède, la Moldavie, la Tchéquie, et il n'y a aussi aucune question sur le pouvoir médical. Donc on voit que normalement la recherche, elle sert quand même à vous dire si tel objectif a été atteint ou pas. Là, la recherche ne permet pas de répondre à cette question puisqu'on ne pose pas cette question-là. Et donc aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a quand même une conception assez orientaliste. Oui, dans les pays, ce qu'on appelait autrefois les pays en développement, dans les pays pauvres, on va poser ce genre de questions en qu'éventuellement le mari va être porteur de relations de pouvoir, etc. Ah, mais pas chez nous, quand même pas en Occident. Alors qu'on sait bien que tant qu'on ne pose pas la question, on ne peut pas savoir ce qu'il en est. Et qu'on a quand même des échos qui font penser qu'éventuellement, ça se passe aussi, notamment quand on regarde le chiffre de violence au sein de la famille. Et du coup, il y a aussi... Alors, on peut aussi reprocher à ces enquêtes donc, de ne pas respecter les engagements internationaux, hein, puisqu'on ne peut pas répondre finalement à ces... on ne peut pas répondre aux questions qui sont posées dans les objectifs de développement durable, mais aussi qu'il y a un manque, du coup, on ne peut pas comprendre certaines choses. Il y a des choses qui restent assez opaques. Pourquoi s'il y a autant de grossesses non désirées dont on parlait tout autant? C'est une réponse, c'est peut-être à chercher du côté du fait des désirs contradictoires des 2 personnes du couple, du fait des relations imposées, du fait des relations avec les médecins qui n'ont pas été satisfaisantes, etc. Alors, je vais revenir maintenant un petit peu sur les différents éléments de ce qui nous intéresse aujourd'hui, en commençant par la question de la grossesse. Et donc, un objectif, c'est pas de grossesse forcée. Et la première question, quand même, qu'il faut bien dire, au niveau international, au niveau mondial, c'est la question des mariages de mineurs. Parce que c'est bizarre, il y a plein de pays où la femme peut être, et le garçon aussi d'ailleurs, peuvent être mariés alors qu'ils n'ont pas le droit de prendre la moindre décision juridique, la moindre décision sur leur vie autre que celle-là. Alors, il ne s'agit pas de peu de personnes. Hein. Il y a quand même 750 millions de femmes et de filles qui ont été mariées avant l'âge de 18 ans, ce qui est énorme. Et ce qui est aussi... Ce n'est pas seulement une lubie d'occidentale. On peut trouver dans les Ladei, ces poèmes des femmes Pachounes, de nombreuses références à des mariages qui n'ont pas été souhaités, avec souvent des hommes beaucoup plus vieux qu'elles. En tout et pour tout, moi j'ai été très étonnée quand j'ai fait les calculs sur la base de données de la Banque mondiale, il y a 36 pays seulement qui ont promulgué toutes les conditions légales contre le mariage à moins de 18 ans. Alors, il y a 14 pays qui n'ont pas du tout de loi. Ce sont des pays qui considèrent que finalement, la famille, c'est de l'ordre de la famille et pas de l'ordre de l'État. Mais les autres pays, ils autorisent une forme ou une autre de mariage de mineurs. Hein, et c'est le cas notamment des États-Unis. Hein. Donc, soit il n'y a pas d'âge fixé, soit il y a des exceptions parentales et judiciaires, soit il n'y a pas de pénalité en cas de mariage, soit il n'y a pas d'invalidation. Donc, en réalité, il y a le plus grand flou et on peut toujours réussir à faire marier
sa fille ou son garçon dans ces conditions. En plus, pour les filles, les âges sont souvent beaucoup plus bas. Et donc ça se traduit aussi par un nombre important de naissances de mineurs. Donc il y a 400 000 naissances par mère de moins de 15 ans en 2016, dont beaucoup sont issus sont des femmes mariées, hein, ce ne sont pas des jeunes adolescentes, et 12 millions par les 15-19 ans en 2020. Donc vous voyez où ça se situe. Et vous voyez aussi d'ailleurs que les États-Unis ont un taux quand même relativement plus fort que en tout cas la majorité des pays européens. Alors, une fois qu'on est marié, qu'est-ce qui se passe? D'après les enquêtes DHS, hein, elles portent donc, est-ce qu'on peut choisir d'avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'on peut dire à son mari, bah non, pas ce soir, bon. Est-ce que je peux prendre des décisions en matière de santé? Est-ce que je peux prendre des décisions en matière de contraception? Il y a des données sur 34 pays, vous voyez où ils sont. Et le résultat, c'est qu'en fait, il y a à peu près la moitié des femmes qui peuvent prendre des décisions et les autres moitiés qui ne peuvent pas. Donc, c'est quand même assez énorme. Et du coup, ça remet aussi en question toutes les enquêtes où on dit à la femme, est-ce que vous avez voulu avoir cet enfant? Bah, enfin, souvent, elle ne peut même pas décider de cette question. D'autre part, bon, alors là, je parlais le mari, l'État, mais aussi les prestataires de services qui jouent un rôle extrêmement important, qui peuvent être très à l'écoute, aider les femmes, mais qui peuvent aussi être gardiens de la morale patriarcale et considérer que, ah non, cette femme-là, elle n'est pas mariée, elle n'a pas droit à la contraception, ou qui va donc avoir des points de vue qui vont influer sur les décisions qui sont prises, comme on l'a vu d'ailleurs, même en France et au Québec, hein, pour la stérilisation, comme l'a montré Laurence Charton. Un autre point très important et qui n'est absolument pas, qui est très rarement traité, c'est celui dont j'ai parlé, hein, sur avoir accès à une information adéquate sur la contraception. Alors, d'après les rapports du FNUAP sont très intéressants. Les derniers c'est une mine d'informations. Et les derniers sont aussi ont un point de vue vraiment en faveur des droits, du choix des femmes et des hommes dans ces matières. Mais il y a un truc assez bizarre, c'est qu'ils considèrent que les femmes ont des connaissances suffisantes. Et alors, qu'est-ce qu'il est suffisant pour décider d'une contraception d'une façon informée? De connaître une méthode. Bon, moi, je trouve que c'est quand même assez limité. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, les DHS, elles donnent accès à tout ça. J'avais fait une enquête il y a une dizaine d'années, j'avais fait une étude il y a une dizaine d'années sur ce sujet. Et mais en regardant là pour préparer cette intervention, j'ai vu que si on considère qu'il faut que les femmes, l'ensemble des femmes, qu'il y en ait au moins 90% qui connaissent une méthode, parce que quand même, connaître une méthode et c'est vraiment pas suffisant. Donc les 90% qui connaissent une méthode, on est sur 41 pays. En fait, il y a 16 de ces pays où les femmes connaissent une seule méthode. Et il y en a 4, c'est le maximum, où ils connaissent 5 méthodes. Ça veut dire qu'en fait, dans beaucoup de pays, les femmes ne connaissent pas réellement la contraception. Donc on ne peut pas parler d'une information adéquate. Et après, on s'étonne qu'il y ait autant de contraintes. Ben là, évidemment, le choix, il n'est pas là. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait être absolument traité et pris en compte de façon sérieuse, parce que c'est un droit essentiel. Alors, en ce qui concerne l'IVG, on a vu que 90 millions de femmes vivent dans des pays qui n'autorisent pas du tout l'IVG, et 40% des femmes en âge de concevoir sous des lois restrictives. Donc là, vous avez les différentes possibilités. Donc vous avez en rouge ce qui est pour sauver la vie. Lorsque c'est barré, c'est interdit. Pour préserver la santé, c'est en jaune. Des conditions sociales et économiques assez larges, donc c'est en vert. Et à la demande, c'est très minoritaire, hein, dans le monde. Puis parfois, il y a des choses assez bizarres. Par exemple, la Russie, c'est la seule chose qu'elle donne, c'est un accès illimité à l'IVG. Et aucun autre soin. Alors, en ce qui concerne les USA,
On a actuellement 11 États qui sont, puisque comme vous le savez, il y a eu l'abolition du droit qui était un droit libéral à l'avortement, c'est-à-dire que ce n'était pas un droit social, c'était pas on va vous accorder la possibilité d'avoir un avortement. Ça va être si vous le voulez, vous pouvez le faire, mais bon, c'est pas remboursé, c'est pas pris en charge, etc. Souvent, c'était aujourd'hui par des méthodes. C'était en prenant un médicament. Ce médicament aussi, cette façon de faire a aussi été interdite. Hein. Et aujourd'hui, il y a un seul État qui est extrêmement protecteur, c'est l'Oregon. Mais il y a un autre aspect dont on parle beaucoup moins, c'est par exemple la question des limites qui sont posées à ce droit à l'avortement. Donc, vous pouvez avoir le droit à l'avortement, mais par exemple, là, vous avez les données sur l'autorisation parentale. Si vous êtes mineur, même si c'est pour sauver votre vie, eh bien, éventuellement, vous ne pourrez pas le faire. Ce sont tous les États qui sont en bleu. En rouge, pardon. Mais tous ceux qui sont en couleur, ce sont des États où il faut une autorisation parentale en fonction du type d'avortement. Et puis, il y a souvent l'avortement, il peut y avoir aussi l'autorisation du mari. Alors, la Turquie, avant les limites récentes, l'avortement était à la demande, mais il fallait avoir l'autorisation du mari. Ça veut dire que c'était votre mari qui décidait pour votre corps. L'autre point évidemment important, c'est celui du pouvoir d'avoir un enfant. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement, quand je disais que c'était les mouvements transnationaux de femmes qui avaient lutté pour ces droits reproductifs, il y avait des luttes pour les droits à l'avortement qui étaient menées souvent par des femmes blanches, mais pas seulement. Mais il y avait aussi des mouvements contre les stérilisations forcées en disant que si on veut, on doit pouvoir avoir un enfant comme on le souhaite et un enfant en bonnes conditions. Donc ce sont ces mouvements qui ont donné ce terme large de droit reproductif. La question de l'infertilité est une question qui n'est absolument pas minime. Il y a beaucoup de femmes par le monde qui souffrent d'infécondité, soit d'infécondité primaire, soit d'infécondité secondaire, avec souvent des conséquences très graves. Hein. Par exemple, un tiers des femmes nigérianes infécondes vont se voir imposer une deuxième épouse. Donc, ça veut dire qu'il faut lutter contre l'endométriose, les IST, les infections de l'appareil reproducteur en général, etc. Ça demande vraiment une prise en charge importante qui n'est pas toujours réalisée et qui était pendant longtemps pas du tout portée par les institutions de santé. Donc, contre les stérilisations forcées, comme je l'ai dit. Et puis, mais aussi, de façon plus générale, il y a encore beaucoup d'États, ceux où la fécondité est encore importante, comme en Inde, qui ont décidé récemment de mener des politiques, par exemple, qui interdisent aux personnes qui ont plus de 2 enfants d'avoir des allocations et des emplois, en prétextant de ressources écologiques et économiques limitées. Et là, évidemment, ça renvoie à ce que disait tout à l'heure notre autre intervenant, mais souvent, en réalité, il s'agit de cibler les familles musulmanes qui sont supposées être en situation de surproduction d'enfants, à la différence des familles hindoues. Et puis, un autre point extrêmement important, c'est la question de procréer donc, sans en mourir. Il faut quand même savoir qu'une femme dans le monde meurt toutes les 2 minutes, hein. Et pendant longtemps, on parlait de santé materno-infantile, mais sans mettre vraiment l'accent sur le maternel. Il y a eu vraiment des mouvements pour essayer de donner plus, de porter la question de la santé maternelle. Ça a été efficace. La mortalité maternelle a diminué entre 1990 et 2015, mais elle stagne depuis. Et si on regarde justement cette base limitée de Reproductive Health Policies, on voit que il y a seulement 49 pays sur les 99 pays qui ont répondu, qui accordent tous les services nécessaires, plus l'accès aux médicaments de base. Donc on est encore loin d'un accès total aux services de santé. Et là aussi, hein, la réalité sociale elle est extrêmement stratifiée, c'est-à-dire que la mortalité maternelle elle est beaucoup plus importante en Afrique que dans nos pays, et que même en France, hein, elle est 4 fois plus élevée dans les départements d'outre-mer.
Et donc, ça devrait quand même tous nous questionner. Conclusion. Il y a une remise en question qui est effectivement sur tous les fronts de la liberté de procréer, qu'elle a des causes qui sont différentes. Il y a à la fois le développement du néolibéralisme qui coupe les fonds pour les institutions publiques de santé, il y a les guerres, il y a les pandémies. Donc on a vu que le Covid avait limité particulièrement les services de planning familial. Il y a l'ethno-nationalisme, c'est le cas quand même l'Iran, dont je parlais, la Turquie, mais aussi les États-Unis. Il y a cette idée de la théorie du grand remplacement. Donc actuellement, les enfants blancs seraient pas assez importants par rapport au nombre d'enfants de couleur augmentant. Donc c'était un motif très fort de mener des politiques natalistes. Bon, là, vous voyez le genre de choses qu'on peut voir couramment aux États-Unis. Il y a aussi la résurgence religieuse intégriste, de toutes sortes. C'est pas seulement les musulmans, c'est aussi les catholiques, les mormons, les évangéliques, les orthodoxes. Et puis, mais aussi, même si on parle beaucoup plus de ces mouvements actuels, il y a quand même depuis 30 ans, qu'il y a eu la conférence du Caire et l'affirmation des droits reproductifs et sexuels, on peut dire qu'il y a eu un refus insidieux, voire une résistance à la fois des politiques et des chercheurs. C'est pas normal que 30 ans après, on puisse pas avoir des données sur l'ensemble des politiques de santé reproductive, pas de données sur les contraintes menées par les États, pas de données sur les contraintes maritales. C'est bien qu'il y a une résistance à ce niveau-là. Et pour ça, il y a à la fois le poids des sciences instituées, notamment de la démographie. Je suis démographe, donc il faut le reconnaître aussi, qui repose quand même sur une certaine instrumentalisation du corps des femmes. Et donc, je pense qu'il est très important de développer des indicateurs qui soient réellement fondés sur les droits humains avec une approche inclusive. Je vous remercie.